penses que c'est important de cultiver sa différence? Je pense que c'est important de cultiver sa différence parce que pour le coup, c'est hyper ennuyeux si on est toutes pareilles. Et c'est par l'échange ensemble de nos différences qu'on peut s'élever ensemble. Parce que moi, clairement, j'ai une vérité. Des fois, j'ai l'impression que ma vérité est universelle. Hein. Je suis un profil 4. Et ça me fait du bien d'être avec des personnes qui sont différentes de moi, mais qui sont aussi dans la tolérance de ma différence, qui fait qu'on peut discuter, qu'on peut évoluer ensemble et qu'on peut vraiment changer les choses dans nos différences respectives. Ouais. La différence, pour moi, elle est indispensable parce que si on est enfermé sur nos concepts, oh ben, c'est chiant, quoi. Enfin, la vie est ennuyeuse. Si on est auto-centré sur nos certitudes, c'est un peu fade, il faut un peu d'épices quand même. Et je trouve que c'est la différence qui fait l'épice d'une recette, ouais. Je reviens sur un point que tu as abordé tout à l'heure, qui était le pouvoir de la pensée. Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux développer un peu plus ce concept? Alors déjà, la pensée ne suffit pas. Parce qu'il y a tout ce courant là de la manifestation et qui me saoule un peu. Si tu restes dans tes pensées, il va rien se passer. Par contre, si tu comprends que tes pensées sont un super levier pour changer tes actions, là, tu as quelque chose à faire. Donc oui, le pouvoir de la pensée, quelqu'un qui se sent pas capable, par exemple, d'être à l'aise devant un public. En sophrologie, je vais l'accompagner pour que son mental parte en vacances. Il va siroter un cocktail au bord de la plage. Parce qu'au final, c'est lui qui a le pouvoir de beaucoup de personnes. Donc en sophrologie, on fait partir le mental en vacances. Et tout ce que la personne vit dans cet état de conscience amplifiée, elle le vit comme si, elle l'intègre comme si elle le vivait vraiment. Donc, je vais lui faire vivre avec des pensées, avec des mots, je vais la guider sur ce chemin où elle va pouvoir s'exprimer clairement, avec sérénité, avec aplomb, devant 1000 personnes. Allez, si c'est son objectif. Et en fait, à la fin, quand on va ramener son mental à elle, qu'elle va revenir à un état de conscience normal où le mental, il a ses filtres, il a ses a priori, il a ses jugements, quand il va revenir, il va dire mais en fait, elle est carrément capable, elle n'a pas peur, elle l'a fait, ouais, elle l'a fait, et du coup, il va arrêter de la bloquer. Donc oui, les pensées ont un super pouvoir parce que on a la possibilité de les déconditionner et on a la possibilité aussi de nous conditionner. Et c'est-à-dire que si tu as vécu, particulièrement dans cet état de conscience modifié, ces pensées où tu es capable, où tu as fait réémerger tes ressources, où tu es capable de faire, tu es capable d'être sereine, tu es capable d'être confiante, tu es capable d'avoir un esprit clair, tu es capable d'avoir cette force intérieure, tu l'as vécu, ton mental il va dire je lâche la grappe, je lâche l'affaire, elle est capable. Et donc, c'est ces pensées-là qui vont permettre de faire les actions, d'avoir la motivation, le boost. Mais sans action, ça marche pas. Et le fait de passer à l'action aussi, ça aide à nourrir les pensées, ça aide à nourrir cette motivation. Et la motivation va aussi. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Est-ce qu'on passe par la pensée, par l'action, la motivation? On s'en fout. Le tout, c'est de faire quelque chose. C'est un cercle vertueux finalement de la pensée à l'action qui s'engrènent l'un Exactement. l'autre, c'est ça? Ouais, de la pensée à l'action ou de l'action à la pensée. Mhm. On s'en fiche de par si on rentre par la pensée, par l'action ou par la motivation. Le tout, c'est de faire quelque chose pour arrêter le cercle vicieux, pour rentrer dans ce cercle vertueux. Quelle que soit la porte d'entrée, il est possible d'aller mieux, d'atteindre ces objectifs, je sais pas, d'atteindre
ce qu'on veut, notre vision, ce qu'on a envie, mais il faut faire quelque chose. Et en levier, pensée, action, motivation. Soit tu crées l'impulsion de ce cercle vertueux par une motivation, tu es super motivé, par exemple, tu vois, là, par exemple, tu veux faire une conférence devant 1000 personnes. Tu veux faire ça, et tu as cette motivation, ça va nourrir tes pensées. Tu vas penser, comment je vais me sentir quand je serai devant ces personnes-là, quel message je veux faire passer. Et ça va t'aider à faire les bonnes actions, les actions justes pour le réaliser. Ou tu peux rentrer par l'action. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire cette conférence devant tant de personnes? Ou quelles pensées je peux nourrir qui vont m'aider à passer à l'action pour. Je sais pas, je sais pas si c'est très concret, mais en tout cas, il y a le choix. Pour arriver d'un point A à un point B, il y a différents leviers, il y a le choix, il n'y a pas de solution universelle. Ce qui va mieux marcher pour une personne, ça sera différemment pour une autre. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin de partager leurs connaissances à d'autres pour que ça marche. D'autres, ça va être en exprimant leur vécu, leur propre expérience, pas forcément les connaissances. Et ça, pour ça, le Human Design, c'est un super outil qui va permettre relativement rapidement de savoir comment, par quel biais tu vas devoir communiquer pour que ça parle à la personne qui est en face de toi. Qu'on n'est pas tous obligés de parler de nos connaissances. Il y a des personnes qui sont obligées d'expérimenter, par exemple. Elles vont devoir expérimenter, se planter, recommencer. Expérimenter, se planter, recommencer. C'est comme ça. Mais c'est parce qu'elles vont partager leurs expériences que nous, on va se dire « Mais waouh, ok, c'est hyper inspirant et je veux apprendre aussi à faire comme elles. » D'autres personnes, ça va être de faire du réseau, de rencontrer d'autres gens. Et c'est par ce réseau de proximité qu'elles vont pouvoir activer leur super pouvoir. D'autres personnes, le réseau, ça sert absolument à rien. Elles vont juste devoir transmettre toutes les connaissances qu'elles ont emmagasinées au fur et à mesure de leur formation. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des difficultés à l'expliquer parce qu'on est tellement différentes les unes des autres que si j'explique un concept hyper bateau, ça va pas forcément matcher pour cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que dans mes accompagnements, je pars de la personne, ses singularités, son profil, de comment elle est, la connaissance d'elle-même. Et c'est à partir de ça qu'on va activer telle et telle action, tel et tel levier pour qu'elle se recentre pour après réussir sans s'épuiser, en arrêtant d'utiliser des règles universelles qui sont à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle est vraiment. C'est plusieurs fois que tu évoques du coup le Human Design. Oui. Qu'est-ce que c'est les grands profils qu'on retrouve dans le Human Design? Oui. Dans le Human Design, il y a 5 grands profils. Il y a les générateurs, les manifesting générateurs. Donc là, c'est 70% de la population. Ça va être les personnes qui ont une énergie énorme, un grand potentiel d'énergie, si elles font ce qui leur fait vibrer, ce qui leur fait plaisir. Et à ces personnes-là, il va falloir qu'elles fassent attention à pas distribuer leur énergie comme si elle était illimitée. Parce que si elles le distribuent, si elles n'arrivent pas à dire non aux sollicitations, il va y avoir une frustration et une fatigue finalement qui va être très importante parce qu'elles distribuent trop l'énergie. En même temps, elles en ont tellement, je suis un peu jalouse. Il va y avoir les profils de projecteurs. Bon, je te le fais très synthétique. Il va y avoir les profils de projecteurs. Il n'y aura pas cette énergie de marathonienne, il y aura plutôt une énergie de sprinteuse. On va très très vite, je fais partie de ces profils-là, on va très très vite, mais on a besoin de temps de repos pour recharger nos batteries. Et donc moi, typiquement, c'est la grande erreur que j'ai faite. Je me suis prise pour une marathonienne alors que je suis une sprinteuse. Donc c'est ça qui m'a beaucoup fatiguée dans mes expériences précédentes, où j'avais l'impression d'avoir ce flot d'énergie continu, alors que non, j'ai besoin de repos. Par contre, les projecteurs vont avoir une capacité
d'analyse, d'accompagnement. On va voir ce que l'autre ne va pas forcément voir pour l'aider justement à optimiser son énergie. Après, il va y avoir les manifestors. Donc là, ça va être les personnes qui vont avoir une capacité d'initier, une capacité d'avoir des idées que d'autres n'ont pas forcément. Et de créer un chemin, finalement, qu'on n'aura pas forcément. Là, ça peut être des personnes qui... ce qui est important, c'est qu'elles soient tranquilles et qu'elles tracent leur route sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin d'expliquer. C'est important qu'elles tiennent au courant les autres personnes de ce qu'elles sont en train de faire, si ça impacte les autres, mais il faut qu'elles soient tranquilles pour pouvoir initier le chemin finalement dont les personnes ont besoin. Et il va y avoir les réflecteurs. Donc là, c'est 2% de la population. Donc là, c'est des personnes qui vont être très sensibles à l'environnement extérieur, qui vont pouvoir ressentir des subtilités que nous, on n'aura pas forcément. Et donc, elles sont précieuses. Il faut qu'elles fassent attention à elles, dans le sens où elles vont beaucoup absorber l'extérieur, le stress, les idées, etc. Et elles vont avoir besoin de vraiment recharger énormément pour se retrouver elles-mêmes. Parce qu'elles vont pouvoir changer d'avis à chaque fois que quelqu'un leur partage un avis. Donc, en fait, il va falloir qu'elles prennent un temps pour s'isoler, pour ne pas se laisser balloter, finalement, par rapport aux bonnes idées des autres. Parce que les bonnes idées des autres ne sont pas forcément les meilleures pour elles. Donc voilà les grands types d'énergie en Human Design. Après, bien sûr, il y a mille subtilités, mais déjà, de comprendre que on n'est pas toutes câblées pareil. Certaines vont avoir besoin d'une offre unique, par exemple. Et c'est là où elles vont pouvoir pleinement s'épanouir. D'autres vont avoir besoin de multiplier des offres, parce qu'elles ont plein d'idées et elles peuvent partir. Pour certains, diront qu'elles partent dans tous les sens. Alors qu'elles peuvent être excellentes dans différents secteurs, différents prismes de leur activité. J'arrête, je peux en parler pendant 3 heures. Parle-en pendant 3 heures, c'est le but, c'est le but. Est-ce que toi, tu remarques chez les personnes que tu accompagnes, peut-être les entrepreneurs de manière générale, est-ce qu'il y a un profil qui est peut-être un peu plus type ou pas du tout? Ce que je rencontre, moi, comme profil type de femmes entrepreneurs, c'est celles qui ont du mal à dire non. Ouais. Elles ont du mal à dire non aux opportunités. Elles ont du mal à dire non à leurs proches, du mal à dire non à leurs prospects, à leurs clientes. Et du coup, c'est là où elles vont distribuer leur énergie sans compter. C'est ce que je rencontre le plus. Mais parce qu'en fait, elles veulent tellement aider, elles veulent tellement avancer, qu'elles peuvent dire oui à des trucs qui vont pas forcément leur apporter, déjà humainement, à elles et dans leur business. Du mal à faire le choix, à faire des choix et à dire non, finalement, à ce qui résonne pas vraiment avec elles. C'est quoi le risque, du coup, de pas dire non, de pas réussir à faire cet exercice-là? Si tu dis oui à des choses qui te font pas vibrer, c'est que tu dis non à toi. On peut pas dire oui à tout. Si tu dis choisir, ma grande phrase, c'est choisir, c'est renoncer. Si tu choisis de dire oui à des choses qui te drainent, qui drainent ton énergie, tu renonces à ta sérénité, tu renonces à ton énergie pour toi, pour des choses qui te font vraiment vibrer. Et ça marche dans les relations. C'est-à-dire que, par exemple, j'accompagne une personne qui laissait entrer dans sa vie les personnes qui voulaient. C'est-à-dire qu'elle se transformait en buffet à volonté géant. Et c'est-à-dire que... c'est-à-dire que la voisine envahissante, la copine qui est là que pour se plaindre, le gars relou au travail, la maman qui culpabilise. Elle laissait entrer toutes ces personnes-là ou dans son travail, où on lui demande toujours à elle de faire les choses. Elle les laissait prendre son temps, prendre son énergie. Et ce qui fait que, en leur disant oui,
elle disait non, finalement, elle ne laissait pas la place pour des personnes qui vont être bienveillantes avec elle, qui vont l'aider à se ressourcer, aux activités qui lui font du bien à elle, qui lui font plaisir. Et en fait, elle avait plus de place pour ce qui la fait vraiment vibrer. Et ce qui est énorme, c'est qu'au fil des séances, elle a changé de boulot. Ouais, parce qu'au final, elle avait un travail qui correspondait plus du tout à ses valeurs, où elle se sentait en complet décalage par rapport à ses collègues, etc. Et elle a changé de travail. Elle a réussi à dire non à un mec qui l'a saoulée depuis un certain temps, et c'était difficile pour elle de vraiment le repousser. Elle a réussi à prendre de la distance avec sa maman. Elle prenait plus cette culpabilité. Elle s'est renforcée au fil des séances. Elle s'est renforcée. Maintenant, elle arrive à dire non. Elle arrive à dire non et à gérer ce temps-là. Par exemple, de ne pas rester forcément 2 heures avec une copine au téléphone qui va drainer son énergie. De reprendre finalement le contrôle sur son temps et sur son énergie. Donc, je suis trop contente pour elle parce qu'elle a gagné en sécurité intérieure finalement. Au début, elle venait pour de la sérénité et finalement, elle se rend compte qu'elle a créé une sécurité intérieure dont elle avait manqué pendant de nombreuses années. Je trouve que c'est trop bien. C'est très beau. Est-ce que tu penses que finalement l'autorisation, c'est aussi s'autoriser à mettre ses limites? On a beaucoup travaillé sur les besoins et les limites. Ouais. Oui, parce que s'autoriser, ça peut confronter des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on connaît pas, nous confronter à nous. Mais en fait, c'est en posant des limites, ça peut être avec bienveillance, hein, on n'est pas obligé de se friter Surtout. à chaque. Mais à partir du moment où on se concentre sur nos besoins, on peut poser nos limites avec bienveillance, avec calme et sérénité. Mais pour ça, il faut s'autoriser à remettre le projecteur sur soi pour pas et reprendre sa responsabilité finalement. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que si je suis pas bien, c'est à cause de mes parents. Si je suis pas bien, c'est à cause de mon conjoint. Si je suis pas bien, c'est à cause de ce collègue-là qui est relou. Si je suis pas bien, c'est à cause de ma partenaire d'entreprise. Si je suis pas bien, c'est à cause d'Instagram. Mais arrête. De quoi t'as besoin? Si t'es pas bien là, c'est parce que t'as un besoin qui n'est pas comblé. Est-ce que tu as besoin de respect? Est-ce que tu as besoin de visibilité? Est-ce que tu as besoin d'être soutenu? Est-ce que tu as besoin d'être un peu tranquille, toute seule? Est-ce que tu as besoin... Voilà, pose-toi la question des besoins. Et là, quand tu es connecté à tes besoins, tu vas pouvoir exprimer les limites. J'ai besoin de respect, donc je te demande de me parler différemment. Ou de me laisser un espace où je peux être un peu seule, etc. Mais oui, s'autoriser, c'est poser, d'être clair avec nos besoins pour pouvoir exprimer nos limites.